Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vous propose une vidéo sur les composants logiques reconfigurables. Donc des généralités pour cette vidéo qui va nous permettre de découvrir ce que sont ces composants logiques reconfigurables et surtout dans quoi on les trouve. Alors typiquement, on le voit ici, on peut trouver ça aujourd'hui dans des cartes grand public comme la Arduino MKR 4000 ou également la Trends ThinkBerry. Alors, on imagine les besoins d'un projet qui sont ceux d'un projet de nature évolutive. Et dans ce projet, j'ai besoin de portes logiques, de mémoire, de portes 3 états, d'additionneurs, de compteurs, multiplicateurs, bref, tout un tas d'éléments logiques que l'on trouve habituellement dans des composants discrets. Un composant discret que l'on trouve dans les familles CD4000 par exemple, ou 74 LSXX, 54 LSXX, etc. Et tout ça, on en a besoin par dizaines, par milliers, par centaines de milliers. Alors, à une époque, on aurait utilisé 1000 composants discrets sur des grands PCB, des PCB de 50 cm par 60 cm, plein de cartes comme ça qu'on aurait interconnectées entre elles. Vous imaginez ce que ça implique en termes de mise au point, en termes de fiabilité et en termes de création de PCB. Pour autant, on aurait également pu imaginer et réaliser un ASIC full custom spécialisé uniquement pour atteindre l'objectif considéré. En termes de nature évolutive, l'ASIC full custom, c'est zéro, c'est long à développer, c'est coûteux, et quand on doit en faire une nouvelle version, c'est à nouveau long et coûteux. Donc pour des petites séries, il en est absolument hors de question. Alors on s'intéresse maintenant à la classification des composants logiques. Cette classification, c'est celle qui était fournie par DataQuest il y a un certain nombre d'années, que j'ai conservée. Donc au sommet, les composants logiques d'une façon générale, avec les standards logiques. Ce que j'appelle standard logique, c'est ce qui correspond au CD4000, aux ports TTL et CMOS que vous connaissez. Donc généralement, des compteurs, des multiplexeurs, des portes logiques, et tout ça en très petit nombre, généralement 1 à 4 fonctions, voire 6 pour les inverseurs par exemple, dans un boîtier. Et puis à côté de ça, on trouve d'une façon générale les ASIC, Application Specific Integrated Circuit. Dans ces ASIC, on va considérer deux catégories. La catégorie des PLD et la catégorie des ASIC Full Custom. L'ASIC Full Custom, vous connaissez, c'est ce que vous avez dans votre ordinateur, c'est le processeur de votre PC par exemple. Et c'est tous les composants d'une façon générale que vous allez trouver par exemple chez Analog, chez Texas, qui sont des composants hyper spécialisés qui ne peuvent pas évoluer, dont la structure interne est immuable. Donc c'est conçu pour un besoin particulier. Dans les PLD, on va trouver d'abord le SPLD. Donc ça c'est un petit peu l'ancêtre. On peut encore en utiliser un petit peu aujourd'hui pour de la GLU. Donc Simple Programmable Logic Device. Et dedans, des PAL, des GAL, qui sont des appellations qui proviennent des différents fabricants qui sont à l'origine de ces appellations, mais avec des fonctionnalités totalement identiques. On va trouver les CPLD, donc Complex Programmable Logic Device, dont la structure, cette fois-ci, intègre des dizaines, centaines de milliers de portes. Les FPGA, Field Programmable Gate Array, je détaillerai tout ça par la suite, et les PSOC, dont on va également parler. Donc aujourd'hui, trois grandes familles qui dominent, avec des possibilités qui vont différer entre ces trois grandes familles. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un composant logique reconfigurable? Un composant logique reconfigurable, c'est donc un ensemble de portes logiques qui vont permettre de réaliser un certain nombre de traitements, comme par exemple des sommes de produits de termes, avec un ensemble de et de ou à l'issue. C'est typiquement ce que l'on voit sur la structure qui apparaît ici, dont je parlerai dans la diapo suivante, des mémoires de base. Alors quand je dis mémoire de base, c'est mémoire à 1 bit, des bascules D, bascules RS, T, JK. C'est parfois de la RAM à double accès. Attention, on ne parle pas de méga ici, on parle plutôt en octets. Et des multiplicateurs additionneurs. C'est configurable. Alors c'est configurable une seule fois dans certaines technologies antifusibles, qui sont par exemple intéressants pour le spatial,
afin de garantir la pérennité du code. Et c'est également configurable plusieurs fois avec différentes technologies qui peuvent être Flash, EEPROM, SRAM, donc qui dépendent tout à fait donc des différentes familles disponibles dans le commerce. Si on regarde la structure de base, ça c'est celle que l'on retrouve pratiquement dans tous les composants avec plus ou moins d'entrées. Ici, on le voit, des lignes de haies pour lesquelles on va prendre en compte différentes entrées en plaçant à l'interconnexion ici des fusibles pour pouvoir utiliser telle ou telle entrée. Par exemple, sur cette ligne-là, je dispose de cette entrée-là, uniquement bufferisée. Hop, si je mets ici une connexion, eh bien dans le et qui apparaîtra au bout ici, j'utiliserai cette variable-là, enfin ce signal-là. On réalise comme ça différents produits de termes, et ces produits de termes, on en réalise une somme avec un OU logique. Le résultat de ce OU logique peut être utilisé soit directement sous une forme combinatoire, soit il peut être mémorisé dans une bascule qui se trouve à la sortie du composant. Donc ça, c'est vraiment la structure élémentaire du PAL, du GAL, des CPLD. Et également, c'est la structure à une échelle beaucoup plus importante que l'on va trouver dans les FPGA pour lesquelles les sommes de produits de termes sont de petites sommes de produits de termes avec peu d'entrées en général. Sur un FPGA, on est plutôt à 5 à peu près, 5 à 8 entrées sur les différents blocs, simplement ils sont présents en très grande quantité. Donc à quoi ça sert ces composants? Eh bien, d'une façon générale, à faire du traitement rapide. Alors traitement rapide, c'est du traitement numérique du signal, de l'analyse haute fréquence, du filtrage, de la détection, on peut penser à de la FFT, etc. De la logique de système de communication, on va trouver ça dans les data centers également, de l'instrumentation de test totalement reconfigurable. Par exemple, chez LabVIEW, il existe un petit boîtier qui intègre un FPGA justement pour ces possibilités de reconfiguration des différentes portes logiques qui se trouvent à l'intérieur du FPGA. On trouve ça également en imagerie médicale, d'abord parce qu'on a besoin de puissance de calcul très importante, et ensuite parce que les quantités ne sont pas astronomiques, et donc on a besoin de composants qui vont être facilement reconfigurables, qui vont pouvoir évoluer d'une famille de produits à une autre famille de produits. On va également trouver ça dans des systèmes de contrôle d'énergie, grâce aux fonctionnalités DSP qu'on va trouver. Par exemple, dans des onduleurs, dans des variateurs, on peut trouver ce type de composants. Ça va servir au remplacement d'ASIC Full Custom, donc dans certains cas, pour des petites et moyennes séries. Également, quand on a besoin que le produit apparaisse très rapidement sur le marché, développer un nouveau circuit sur la base d'un FPGA ou d'un PSOC, ce sera beaucoup plus rapide que développer un ASIC Full Custom. Et puis évidemment, quand on a besoin d'une structure évolutive, eh bien, si on a encore des portes et des éléments disponibles dans le composant, on peut tout à fait imaginer de le mettre à jour par la suite et d'utiliser ces portes disponibles. Ça sert de glue, donc d'interconnexion entre des ASIC. Et typiquement, on peut trouver ça sur des cartes vidéo. On va trouver ça également dans des produits grand public, par exemple en audio. Et enfin, ça peut servir à la mise au point fonctionnelle d'ASIC Full Custom, par exemple chez NVIDIA pour mettre au point les derniers processeurs vidéo. Ils utilisent des batteries de FPGA pour pouvoir valider d'un point de vue fonctionnel leur développement. Alors il y a différentes architectures, je passe très rapidement. Les PAL et les GAL, bon ça appartient un petit peu à l'histoire. En termes d'équivalent porte logique, c'est environ 2 à 4000 portes logiques. On va trouver des CPLD qui sont capables de gérer beaucoup d'entrées. Des sommes de produits de termes à partir de beaucoup d'entrées. Par contre, peu de blocs capables de gérer ces sommes de produits de termes. Là, ce sont des centaines de milliers de portes en équivalent. Dans les FPGA, on a des petites structures. Donc cette fois-ci, ce sont des sommes de produits de termes à partir de quelques entrées, maximum une dizaine, alors qu'on pouvait atteindre la centaine sur les CPLD. Et on va ici trouver plusieurs dizaines de millions de portes dans le composant. Dans les PSOC, on va trouver des blocs logiques configurables, quelque chose qui ressemble à ce qu'on a dans un FPGA. On va également trouver des processeurs simples, 2 cœurs, multicœurs. On va intégrer également tous les
périphériques qui correspondent à ce qu'on trouve dans un microcontrôleur. Et on va également pouvoir trouver toute une partie analogique reconfigurable également avec des convertisseurs analogiques numériques et des convertisseurs numériques analogiques. Bon, tout ça avec de la mémoire, etc. Donc vraiment un système sur un circuit. Hein, c'est bien l'idée du PSOC, hein, Programmable System on a Chip. Alors on parle un petit peu du marché du FPGA. C'est un marché qui est en très forte croissance. Très forte croissance parce qu'on est à 6%, alors que le reste des composants est à environ 1,5% de croissance annuelle. Donc là, vous avez l'ensemble des chiffres. Ils sont un petit peu datés, hein, c'est 2015-2016, mais ça reste intéressant pour comparer un petit peu l'évolution de ces composants. A noter que par exemple ici, Intel Altera représente 36% du marché et Xilinx 53% du marché. Donc ce sont vraiment les deux ténors. Et vous allez voir que ces deux ténors, finalement, ils ont intéressé les fabricants de processeurs parce qu'ils ont tous les deux été rachetés. Altera a été racheté par Intel en 2018. L'objectif très clair, c'est d'intégrer à un Xeon une partie FPGA avec l'objectif de proposer des fonctionnalités de calcul avancé dans la partie FPGA pour réaliser des calculs avec une consommation moindre dans les data centers. L'acquisition de Xilinx par AMD en 2020 a exactement la même origine, hein, proposer des puces qui intègrent une partie FPGA reconfigurable à la volée, par exemple pour pouvoir réduire les temps de conversion de vidéos pour le streaming en H264, H265, AV1, etc. Les vidéos que vous voyez sur YouTube, qui sont capables de s'adapter en termes de résolution, elles nécessitent un réencodage à la volée. Et ce réencodage à la volée, eh bien, il va être beaucoup moins coûteux en énergie si on utilise une partie FPGA adossée à un processeur. Alors, la programmation de ces outils, elle bénéficie également de nouveaux outils de programmation. Et parmi ces outils de programmation, alors que je n'ai pas abordé ici, non, là on va plutôt s'intéresser à la puissance de calcul en fonction de l'énergie. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en utilisant donc une bibliothèque spécifique qui s'appelle OpenCL, donc qui est une bibliothèque qui permet de développer plus rapidement sur ces composants programmables, on va pouvoir mêler processeur multicœur et FPGA avec une haute capacité énergétique, un haut taux de performance énergétique, comparativement à ce que l'on trouve habituellement sur des processeurs multicœurs uniquement. Donc ce qui est intéressant dans ce graphique, hein, c'est la capacité en termes de productivité, c'est-à-dire la capacité qu'on a à développer rapidement une application en fonction du taux d'efficacité énergétique. Et lorsqu'on considère les FPGA et qu'on leur associe une bibliothèque comme OpenCL, eh bien on voit qu'on est capable d'avoir une productivité qui est pratiquement équivalente à ce qu'on a avec des processeurs multicœurs, avec une efficience énergétique qui est très supérieure à ce qu'on trouve sur du processeur standard, voire même sur du GPU. Donc à nouveau des informations sur les évolutions du marché, les prévisions de croissance du marché, et puis ça permet également de voir quels sont les différents domaines qui sont ciblés avec ces composants programmables. Et enfin, parce que ce qui peut nous intéresser quand on veut apprendre, quand on est un petit peu dans le domaine du loisir, eh bien c'est les différents kits que l'on peut trouver dans le commerce. Alors sur AliExpress par exemple, vous pouvez trouver des cartes à base de FPGA ou CPLD pour une vingtaine d'euros que je n'ai pas recensé ici. On peut également trouver chez Arduino maintenant la MKR Vidor 4000 qui intègre un Intel Cyclone 10 avec un SAMD21. Donc le processeur est externe, c'est un SAMD21 de chez Microchip, mais on vient lui adosser ici un FPGA qui va permettre de faire du traitement d'image, puisque sur cette carte, on va trouver une entrée pour une caméra et une sortie mini HDMI pour afficher l'image correspondante. Bien sûr, on retrouve l'Azibo chez Digenent, qui est vraiment une carte très intéressante, qui comporte énormément de choses, pour laquelle, dans une vidéo précédente, j'ai déjà apporté quelques éclaircissements. Cette carte, elle intègre un Xilinx Zinc 7020.
Vous savez, ce SOC que l'on retrouve par exemple dans des oscilloscopes de chez Siglent par exemple. Et enfin, une carte que je trouve vraiment intéressante, qui est la carte Trends Zincberry, qui intègre un Zinc 7010. Eh bien, c'est exactement une carte au format Raspberry Pi. Et cette carte au format Raspberry Pi, on peut bien entendu lui flasher un Linux et on va pouvoir reprogrammer partiellement toute la partie FPGA du Zinc qui se trouve sur la carte. Donc voilà, 3 exemples de cartes à relativement bon marché, entre guillemets, parce qu'on n'est pas non plus sur des cartes à 20 € comme on trouve dans le domaine Arduino, mais des cartes qui sont potentiellement vraiment intéressantes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour l'instant, moi je dispose d'une Zinc avec l'université, parce que c'est ce que l'on utilise à l'université, hein, la Zibo, que vous avez pu voir dans cette vidéo. Je souhaite également pouvoir tester d'autres configurations et vous proposer des tutoriaux sur les autres cartes. Donc si vous voulez financer l'achat de ces autres cartes, vous pouvez faire un don sur PayPal. Et puis dans les mois qui viennent, je proposerai donc des tutoriaux pour montrer comment utiliser ces circuits-là. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Merci de m'avoir suivi. Ah oui, dernière chose évidemment, je vous rappelle que le petit pouce bleu, c'est quand même relativement indispensable parce que ça donne envie de poursuivre sur cette voie-là. Voilà, à bientôt. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour découvrir les prochaines vidéos sur le domaine.